Alors, dit titulaire d'un diplôme en ethnologie de l'École des hautes études en sciences sociales, DEA d'études philosophiques et psychanalytiques, Joseph Roussel est connu de nombreux professionnels en qualité d'enseignant, de psychanalyste, superviseur, auteur d'ouvrages et d'articles dans la presse spécialisée. Vous avez pu découvrir quelques-uns de ses ouvrages, j'imagine, dans le couloir, hein? Voilà, j'espère que vous en avez acheté. Avec notre dernier intervenant, nous allons donc tenter de comprendre comment une éthique de l'acte pourrait ou ne pourrait pas favoriser une clinique du sujet. Et j'invite chaleureusement, sous vos applaudissements, Joseph Roussel à venir nous rejoindre. Non, je vais essayer comme ça. Bon. Il n'y avait pas d'appariteur, désolé. D'abord, un grand merci à l'association, ses dirigeants. Moi, si je suis venu, c'est pas pour les séraphinades, hein, parce que ça me, honnêtement, je crois on devrait tout foutre tout ça à la poubelle, on gagnerait beaucoup de temps, mais enfin bon, apparemment, on peut pas. Ah bah, ça commence bien. Et moi, ce matin, j'avais la tête comme une pastèque, hein. Vous, je sais pas, mais et ça pose pour moi, ça pose une question quand même, qui est une question linguistique. C'est-à-dire que parce que tout ça, c'est fait avec des mots, hein. Vous êtes d'accord? Bon, c'est fait avec des mots. Mais c'est quand même des drôles de mots qui nous tombent sur la gueule. Et ça produit un effet, alors pour vous, je sais pas un effet de sidération, un effet de, je sais pas comment on pourrait dire ça, une espèce d'inertie comme ça bloque la pensée. Ça bloque la pensée. Et ça pose vraiment la question devant laquelle on est, c'est comment allons-nous réagir à cette espèce de rouleau compresseur qui est fait avec des mots, ce que Orwell appelait la novlangue. On est dans une novlangue aujourd'hui qui nous envahit complètement, qui nous passe dans les oreilles, mais pas que, ça fait des effets de corps aussi, cette novlangue. Voilà, donc c'est une véritable question. Et je vais essayer de faire un petit pas de côté parce que moi, bon, c'est pas mon rayon. Moi, je trouve ça généreux que des collègues se coltinent tous ces textes-là et partagent un peu, voilà. Mais ça dit un petit peu dans quel type de monde on est, quoi. Je vais prendre des lunettes quand même. Ah, j'ai pris des notes, mais généralement, je me barre ailleurs, hein, bon. Alors, je suis très content de me retrouver dans le Gers parce que j'ai fait l'éducateur pendant un paquet d'années quand même, hein. Et j'ai appris le boulot, comme beaucoup d'ailleurs, à l'époque en tout cas, j'ai appris sur le tas. Et bon, après avoir beaucoup bourlingué un peu partout, en Inde, en Espagne, avec ma femme, on avait 2 enfants, eh bien, on a créé un des premiers lieux d'accueil. Aujourd'hui, les lieux d'accueil et lieux de vie sont inscrits dans la loi 2002, mais à l'époque, on innovait quelque chose. Et j'avais rencontré, quand on a fait la révolution en 1968, au courant, il y a eu une révolution quand même, hein, non? On s'était beaucoup entraîné au lancement de pavés pour en faire une discipline olympique, mais ça n'a pas été retenu et je trouve dommage parce qu'on aura gagné quelques médailles. Voilà, bon. Enfin, toujours est-il que ça a été un beau moment de rencontre. Il y a eu, bon, je crois qu'il y a eu une libération de la parole, mais pas que, bon, de la pensée, etc. Et puis on a rencontré des gens, notamment un gars qui était psychologue à côté de Paris, au Muro. Et quand je suis parti en Espagne dans une communauté anarcho quelque chose, c'était avant la mort de Franco quand même, hein, ça n'a pas été facile. Et ben, on est resté en contact avec lui, et puis de fil en aiguille, il nous avait d'abord envoyé 2 gamins qui étaient un peu paumés. C'est des trucs qu'on pourrait plus faire, ça, hein. Envoyer 2 gamins, 2 frangins, 13 et 10 ans, dans les montagnes espagnoles, à 800 mètres d'altitude, sans protocole, quoi que ce soit, voilà, bon. Et son courrier, c'était, bah écoute, prends-les 5 ou 6 mois, le temps qu'on trouve une solution pour se retourner. Le père était en tôle, la mère prostituée s'occupait pas d'eux. Enfin voilà, bon. C'était à la bonne franquette, quoi. Bon. Donc j'ai démarré comme ça. Et puis après, je me suis retrouvé, bon, il a fallu partir parce que la fin du règne de Franco, je pense qu'il y en a qui le savent, hein, la guerre s'est pas arrêtée en 1936 quand même, hein. Je veux dire,
jusqu'à sa mort, et même après sa mort, j'ai des copains qui ont été foutus en tôle jusque dans les années 1980, c'est quand même terrible. Hein. Et puis, bon, bah, il a fallu foutre le camp parce ils avaient fait péter, je crois que c'était le Premier ministre, Carrero Blanco, il avait envoyé valdinguer au 8e étage avec sa bagnole, vous voyez. Bon, je ne vous dis pas le retour de Manivelle. Bon, voilà, donc il a fallu partir. Et puis, bon, de fil en aiguille, je passe les détails, je me retrouve à côté de Riscle. Vous voyez où c'est? Cahuzac. Bon, bah, à 2 km de Cahuzac, à mon avis, un bled que vous ne connaissez pas qui s'appelle Canette. Personne ne connaît. Bon. Ah, si, il y en a qui connaissent Canette. C'est vrai. Et Mataréou, vous connaissez? Ah, bah parce que c'est un grand territoire. À l'époque, il y avait 70 habitants, alors évidemment. Et puis, bah voilà, de fil en aiguille, on a continué à recevoir comme ça dans notre famille. Et, et puis, à un moment, on s'est dit, bon, on fait quand même quelque chose avec des gens qui sont assez paumés, assez déstructurés. Il faut, et là, la question du droit, elle est fondamentale. Il faut des points de repère juridiques qui n'existaient pas, en fait. Parce que les lois du foie, c'est 1986. Là, je vous parle des années 70. Il n'y avait rien pour baliser ce travail-là. Bon. Alors, on a été voir Madame Ladas. On disait comme ça. Vous avez ce matin, Lydie a passé une affiche, je ne sais pas si vous vous rappelez, sur les assistantes sociales. Hein, on voit une bonne rombière avec un beau galurin, le manteau dans le vent et puis une petite sacoche. Et c'est marqué « Les assistantes de service social apportent aux familles joie et santé ». C'est Vichy, ça d'ailleurs. Hein. C'est sous Vichy. Eh bien, c'était une comme ça qui y avait dans le Gers à l'époque. On a été la voir, elle nous a pris de haut. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Vous allez nous amener tous les voyous de Paris, les fous, je sais pas quoi. Bon, on a dit non, non, on va pas vous les amener, ils sont chez nous, on va pas les jeter. Bon. En gros, elle nous a foutu à la porte, quoi. Et heureusement, ça c'est les miracles des rencontres. Heureusement, il y avait une jeune attachée qui était là, bon, qui n'a pas moufté, et elle nous a couru derrière dans le couloir en disant mais ce que vous faites, ben, ça m'intéresse parce qu'il y a des jeunes qui pètent les plombs dans les institutions, des petites unités comme ça, un peu familiales. Ça me semble intéressant pour certains, voilà. Et puis, bah, avec elle, avec le médecin responsable de l'intersecteur de pédopsie, qui s'appelait Justiniani, alors, je ne sais pas s'il y en a encore de ce monde. Il y en a qui ont connu Justiniani. Ah, voilà. Bon. Eh bien, on s'est mis autour de la table, on a écrit, sans doute, je pense que c'est le premier texte qui balisait le terrain de ce genre d'accueil. Ça a été défini comme ferme thérapeutique. Ça me paraît intéressant de penser que le travail de la ferme a des effets de soins. Mais effectivement. Et puis, il y avait des modalités, je dirais, juridiques, de façon à baliser le terrain. On était agréé pour 9 personnes. À l'époque, et je crois qu'on pourrait plus le faire, il n'y avait pas de distinguo d'âge. Le plus jeune qu'on a reçu, Jean-Louis, c'était un môme qui avait été découvert à Lectoure, sur la décharge de Lectoure. C'était un môme de gitan qui avait été massacré par ses parents. Et puis, pour vous donner une fourchette, la personne la plus âgée s'appelait Violaine et venait de l'hôpital psychiatrique d'Auch, ici. Voilà, bon. Vous voyez un peu l'éventail. Et puis, il n'y a pas non plus de distinction de pathologie en tant que telle. C'était un groupe humain, et puis qui faisait un bout de chemin ensemble, voilà. Un peu la nef des fous, quoi. Il y avait des toxicos, des malades mentaux, enfin bon. Moi, je m'en fous un petit peu des étiquettes, c'est pas ça qui m'intéresse, quoi. Euh, J'ai fait ça pendant 6 ans, puis au bout de 6 ans, ma femme et mes enfants ont dit, ben, bon, c'est bien la solidarité et tout, mais on a besoin de souffler, quoi. Parce qu'évidemment, notre espace familial et notre espace professionnel, c'était le même. Donc, ils m'ont fait comprendre qu'il fallait passer à autre chose. Et c'est comme ça que je suis devenu éduc, quoi. J'ai été faire la formation à Saint-Simon, à Toulouse. Et je dirais que j'ai appris beaucoup de choses. Je vais essayer de les développer un peu à ma façon, hein. Que la clinique, d'abord, est une clinique de la rencontre humaine. Ça, c'est fondamental. On voit bien que les machins, je vous en parle là, des grilles à la con, là, il n'y a pas de gens là-dedans. Hein. Non, non, il n'y a, y a rien. Il n'y a même pas de personne, pas de sujet. Enfin, bon, c'est des besoins. Je ne sais pas ce que c'est. La clinique est une clinique du quotidien. Ça me paraît fondamental. Je parle
de mon expérience d'ancien éducateur. Bon, on pourrait ouvrir un peu plus le... Mais la question du quotidien, moi j'ai un copain qui est psychologue et il me raconte comment il bosse avec les mômes, je sais pas, avec une gomme et puis le môme qui utilise un bout de bois et qui va bidouiller avec la gomme, je sais pas quoi. Vous voyez, toutes ces petites choses, les petits riens du quotidien. C'est ça les points d'appui. Euh, et la clinique s'appuie sur des choses qu'on fait ensemble. Ça, c'est fondamental. Je racontais hier que j'ai été contacté par le directeur de la sauvegarde de Nantes et je l'ai rencontré et puis il m'a dit bah, j'ai un problème, c'est que les éducs, ça peut travailler. Alors je dis quand même, bah, expliquez-moi, ça me paraît bizarre. Il me dit bah oui, ils veulent faire des entretiens comme les psychologues. Bon, c'est très bien les entretiens, mais il y a plein de jeunes qui ne vont pas aller faire des entretiens. Et puis, il me semble qu'on perd la matière première du travail éducatif. Eh ben, on a bossé pendant 2 ans avec les collègues, et puis on a repris des choses, je dirais, à ras des pâquerettes. Hein, s'occuper d'un jardin, faire un atelier musique, art graphique, théâtre, je ne sais quoi. Voilà, bon. Parce que si vous n'avez pas cette médiation, vous n'avez pas d'espace de rencontre en tant que tel. On ne va pas se regarder dans le blanc des yeux pendant 3 heures. Enfin bon, je vois pas l'intérêt, quoi. Donc faire des trucs ensemble. Il y a un grand texte de Tony Lenné, qui était psychiatre, que j'ai bien connu au CMA. Il a écrit un texte remarquable qui s'appelle L'Agir. Hein. Il montre comment ces métiers sont faits de choses qu'on fait ensemble et qui s'embraillent les unes dans les autres, comme ça. Et la clinique est sous-tendue par une éthique. Et comme disait Michel ce matin, malheureusement, les valeurs, à part la valeur marchande aujourd'hui, on ne sait plus trop sur quoi ça repose, quoi. J'essaierai d'en parler un peu plus de la question de l'éthique. Et puis la clinique a une base politique au sens où elle se nourrit de la démocratie. Ça, c'est un point fondamental. Hein. Bon, alors Séraphin. Séraphin, c'était le nom du grand-père de ma femme. Séraphin. Mais ça, je me suis aperçu, ça ne s'écrivait pas pareil. Hein. Dans le Séraphin qui vous occupe, on y a foutu un F. Et donc on a déporté le pH. Alors si vous avez une piscine, vous savez ce que c'est que le pH? Non? C'est pour mesurer l'acidité, l'alcalinité, vous voyez. Moi, je trouve que ce pH-là, il est un peu acide quand même, hein, pour ce que j'en comprends en tout cas. Alors, j'ai été voir, là, parce que Didier l'a passé ce matin, la nomenclature des besoins, ça c'est passionnant comme truc. Hein. D'abord, il y a beaucoup de chiffres. On devrait faire attention un petit peu à cette espèce de règne tout-puissant du chiffre. Et puis, alors, je me suis aperçu qu'il y avait des besoins qui n'étaient pas dedans, quoi. On va en rajouter sur la liste. Besoin d'amour. Bon. Alors, remarquez, c'est peut-être assimilé à besoin en matière des fonctions génito-urinaires et reproductives. Hein? Ben oui, parce que c'est pas dedans, alors bon. Le besoin de rêve. Alors ça, j'ai pas réussi à le caser, je sais pas où c'est ça. Le besoin qu'on vous foute la paix. Pas trouvé non plus. Et puis je pense à un truc fondamental. Alors c'est Toscaïès un jour qui m'a dit ça. On discutait des droits de l'homme. Et puis Tos qui me dit, oh, on a oublié un droit fondamental quand même. Je dis, ah bon, lequel? Le droit de vagabonder. C'est magnifique ça. Le droit de se balader. Quoi. Hein. Puis même quand on parle, c'est du vagabondage. Il y a un mot qu'on appelle un autre, etc. Ça fait de la broderie. Quoi. Enfin, pas tellement les textes dont tu as parlé ce matin, là, ça brode pas beaucoup. Hein. Bon, voilà. Alors, comment, face à cette logique, à la logique capitaliste quand même, c'est une logique, je pense que Michel avait raison de montrer que sous-jacent, c'est pas n'importe quoi. Hein. Il y a une espèce d'idéologie féroce et qui, en gros, pour aller vite, hein, moi je suis pas sociologue ni économiste, mais en gros, qui vise à réduire tout ce qu'il y a sur Terre à l'état de marchandise, ça veut dire ça, quoi. En gros, non, c'est pas ça. Le du marché. Même le corps humain, etc. Enfin, plus rien n'échappe au marché, quoi. J'ai un copain qui est philosophe qui s'appelle Danny Robert Dufour, on travaille souvent ensemble. Il a écrit un bouquin qu'il a intitulé Le divin marché. Ça prend pratiquement la place de la religion. Quoi. Alors,
La question, c'est comment, ça a été dit à la fin des interventions, comment résister à cette espèce de rouleau compresseur, parce que, je ne sais pas comment vous dire ça, mais parce que l'être humain n'est pas un être de besoin. Moi, je crois qu'il faut poser ça, parce que sinon, on s'en sortira pas, quoi. Je veux dire, même le petit enfant moi, qui est là au sein de sa mère, on voit bien que s'il n'y a pas l'interaction avec sa mère, il ne va pas très loin. Là, je vous renvoie aux expériences de Spitz, quand même. Hein. On a une cohorte d'une centaine de gamins qu'on nourrissait, évidemment, sans pratiquement de lien. Aucun de ces enfants n'a dépassé l'âge de 11 ans, quand même. Donc, ça veut dire que l'espèce humaine, bien sûr qu'il faut bouffer, faut respirer, etc. C'est pas ça qu'on veut. Mais ça ne prend pas sens, ça ne prend pas corps si c'est pas lié aux autres. Donc nous sommes d'abord des êtres de parole. Alors, de parole, ça veut dire que le besoin chez l'être humain s'exprime d'abord sous forme d'une demande. Vous n'avez pas du feu? Vous connaissez l'horaire du bus? C'est ça la relation. Et il me semble que ces histoires de grille, vous faites sauter directement la demande. Les gens n'ont rien à dire. On connaît leurs besoins. Hein, vaut mieux qu'ils se la ferment parce que quand ils commencent à parler, c'est un bazar pas possible, quoi. Hein, bah, ils veulent pas de vos réponses à leurs prétendus besoins. Alors, vous imaginez un peu le souk. Bon, voilà une phrase de Lacan. Hein. Le désir s'ébauche dans la marge où la demande se déchire du besoin. Vous avez tous les éléments. Alors c'est compliqué, vous barrez pas, je vais essayer d'expliquer. Hein. Le désir s'ébauche dans la marge où la demande se déchire du besoin. Vous avez compris? Ça, c'est fondamental pour comprendre. Je vais vous donner un exemple. Quand j'étais éduque à Saint-Simon, on avait un petit dispositif. On recevait des mômes psychotiques, autistes. On ne faisait pas la distinction à l'époque. Hein. Je ne sais pas si on a beaucoup gagné d'ailleurs à faire les distinctions, mais enfin bon. Les enfants partaient le samedi vers midi dans les familles, et on savait que des fois c'est très lourd pour certains parents. Donc on avait un dispositif le dimanche vers 16 heures, et on disait aux parents, bon, si c'est un peu trop, ben, on accueillera votre gamin, quoi. Et c'était un beau moment. Il y avait toujours un éduc qui était de garde, et il n'y avait jamais plus de deux, trois enfants qui étaient là. Bon, c'est plutôt sympa. Alors je parle d'une fois où il y avait un seul enfant. Je me rappelle encore de son nom. Il s'appelait Baptiste. Vous imaginez, il doit avoir, je ne sais pas combien maintenant. Enfin, bon. Et il y avait dans la chambre de garde une collègue qui aimait bien les bonbons, puis ça faisait aussi une espèce de médiation. Les enfants venaient demander des bonbons. Et donc il y avait une coupelle comme ça avec des bonbons sur le bureau. Et voilà le Baptiste qui s'amène et qui me demande un bonbon. Et moi je lui en ai proposé deux. Un rouge et un vert. Et alors, bon, mais je lui ai dit, tu n'auras pas les deux, tu choisis. Hein. C'est un jeu. Le rouge. Ah, il me dit, tu sais, dimanche dernier avec maman, on était en Camargue, on a vu des taureaux, et ma petite sœur, elle avait un peu le rouge, et les taureaux, ils grattent comme ça, et ils n'aiment pas le rouge. Hein. Et il est venu vers moi, enfin bon, on a eu un petit peu peur quand même. Ah, mais le vert, alors écoutez bien, il me dit, bah, tu sais, papa, il n'est plus à la maison, on ne sait pas trop où il est, et bah, dimanche midi, maman, elle faisait la vaisselle, elle a cassé un verre. Vous entendez? Aucun enfant au monde ne pourra vous dire mon cœur s'est brisé comme ce verre s'est brisé. C'est une métaphore en acte, quoi. Hein. C'est ça qu'il voulait faire entendre. Et il utilise la puissance d'équivoque du langage. Et bien pour la petite histoire, le Baptiste a été se coucher, il a oublié les bonbons. C'est ça un être de désir et pas un être de besoin. À travers une demande quelle qu'elle soit, on est tous en train de demander des choses, etc. Il y a quelque chose de la reconnaissance qui est nécessaire. Bon. Je pose ça comme ça parce que si on veut résister à ce rouleau compresseur, il va falloir trouver des biais, hein, être rusé. Je pense à ce magnifique texte
d'Étienne Evernan qui s'appelle Les Russes de l'intelligence ou la métisse des Grecs. Là, souvent, le terme de ruse est pris en termes de coup de tromperie, mais il ne s'agit pas de tromper. Il s'agit de voir les failles. Hein. C'est pour ça que c'est important qu'il y ait des spécialistes du droit qui nous disent voilà, on peut peut-être un peu naviguer là comme ça hein, dans les failles, parce que sinon, bah, c'est impossible. Et alors, je voulais revenir un peu aux fondamentaux de moi, ce qui a été mon métier pendant quelques années. Maintenant, je suis plutôt formateur et puis psychanalyste, encore que c'est pas sans lien. Hein. C'est-à-dire le cœur de ces métiers-là qui est... c'est un peu pour ça d'ailleurs que je suis venu, qui est la clinique. C'est un mot d'ailleurs qui tout doucement, moi quand j'ai été formé il y a bien longtemps avec Capul, Tosquelles, etc., de ces gens-là, le cœur de la formation, c'était la clinique. On faisait des ateliers cliniques, des situations cliniques, et je me suis aperçu que dans les textes, aujourd'hui, tout doucement, ça s'est érodé, et puis il n'y a pratiquement plus ce mot-là. Hein. Autrement dit, on perd le cœur du métier. La clinique, c'est quoi? Une clinique de la rencontre humaine. Si vous voulez bien, on va aller faire une petite balade du côté des Grecs anciens. Il faut toujours les se faire voir chez les Grecs, hein, vous êtes au courant. Hein. Eh bien, c'est un mot qui nous vient du grec, notamment qu'on doit à un médecin, sans doute le père de la médecine moderne, qui s'appelait Hippocrate, et il utilise l'expression de techné clinique. Ça ressemble pratiquement aux mots tels qu'ils sont arrivés dans la langue française. Techné, ça a donné le mot technique, et cliniquer le mot clinique. La techné chez les Grecs, la technique, c'est pas tout à fait cette image un peu industrialisée qu'on se fait. C'est le savoir-faire de l'artisan. C'est le tour de main. C'est important de garder ça. Tour de main, comme on dit. J'ai vu un vieux maçon il n'y a pas longtemps, il était malheureux parce qu'il avait cassé sa truelle. Il dit, j'ai été à Castorama, j'en ai acheté une, mais elle n'est pas à la main. Quant à la clinique, c'est un autre mot qui vient du grec, il vient du mot cliné, qui veut dire un pieu, un plumard, vous voyez, un lit, quoi. Tiens. Et cette technique cliniquée dont parle Hippocrate, ça consiste à s'incliner, il faut écouter les mots. Vous entendez peut-être que dans s'incliner, il y a le même radical que clinique. S'incliner du haut de son savoir, de son pouvoir, pour rencontrer l'autre, là où, pourtant en tout cas pour ces premiers médecins de Grèce ancienne, là où la maladie l'avait allongé sur un lit cliné. Et ce mouvement de s'incliner, de laisser tomber son savoir, son pouvoir, pour rencontrer l'autre là où il y a de la souffrance, c'est ça que ces premiers médecins appellent la clinique. Et petit à petit, ce mot, il a irrigué d'autres pratiques, la clinique psychiatrique, la clinique analytique, la clinique éducative, la clinique en travail social, etc. Bon. Il me semble que c'est important de rappeler que c'est ça le cœur du métier. Et faute de cette rencontre-là, je ne crois pas qu'on puisse faire d'actes techniques en tant que tel. On passe complètement à côté. Hein. Alors ça veut dire d'inventer ce que j'ai appelé moi dans mes écrits des médiations. Alors dans les textes, je me rappelle qu'on utilisait le terme de technique éducative, mais je trouve que c'est pas très juste. Le terme de médiation, ça veut dire que vous connaissez ce mot-là. Hein, c'est la même racine que intermédiaire, et c'est un mot dont on connaît l'origine indo-européenne. Je ne sais pas si vous savez, mais quand vous parlez français, vous parlez latin et grec, et bien au-delà, une langue dont on n'a pas de trace écrite, puisque ce n'est pas une civilisation de l'écriture, mais qu'on a appelé l'indo-européen, qui vivait vraisemblablement, en gros, dans ce qu'on a appelé la Mésopotamie, l'Irak actuel, l'entre-deux fleuves, et voilà. Bon. Une partie de ces peuples ont émigré du côté de l'Inde du Nord. Le sanskrit est une langue indo-européenne. Vous pouvez prendre un mot de la langue sanskrite et le comparer avec un mot de la langue française, roumaine, etc. Bon. Et puis la plupart de ces peuples ont émigré du côté de ce qu'on appelle l'Europe. Autrement dit, l'Europe linguistique, elle est déjà très très ancienne.
Hein, il n'y a que 3 langues qui ne sont pas de la même origine. C'est le finnois, le basque et le hongrois, qui ont des attaches du côté des langues mongoloïdes. Hein. Et donc, moi, j'ai toujours trouvé passionnant, quand on ne comprend pas bien un mot, d'essayer de revenir un peu, vous savez, comme la généalogie des êtres humains. Ben, c'est pareil, les mots, ils ont des papis, des mamies, et puis il y a cette grand-mère. Évidemment, vous me direz qu'est-ce qu'il y avait au-delà. Ben, j'en sais rien, il y avait aussi des gens qui parlaient, mais en tout cas, on arrive déjà à aller assez loin. C'est à peu près 7-8 000 ans en arrière. Hein. Et pour le mot médiation, par exemple, il y a un radical, une racine. Hein, quand on écoute les mots, je trouve c'est intéressant d'entendre que, comme nos arbres, les mots ont des racines. Et la racine, c'est med. Donc, tous les mots, vous allez trouver med, un terme médiaire, la Méditerranée, c'est le, c'est c'est la mer qu'il y a entre deux terres, Méditerranée. Qu'est-ce que c'est qu'un médecin? À partir de l'étymologie, ben, c'est quelqu'un qui se met entre le mal et le malade. Par contre, les médecins, assez rapidement, ont trouvé que ça sentait le roussi. Ils se sont dit, nous, on va se barrer, on vous laisse un médicament. Hein. Mais ça ne marche pas tout à fait, parce que bon, dialoguer avec un médicament, une pilule, c'est pas tellement marrant. Quoi. Hein, on voyait déjà apparaître, déjà dès le début, comme ça, une espèce de tentative d'échapper à la relation, finalement, parce que c'est ça qui est chiant. Quoi. Ben oui, parce que les gens, ils sont pas aux ordres. Ils résistent, vous voulez leur bien, et puis on s'aperçoit que ça marche pas. Quoi. Combien d'éducateurs je vois en supervision qui sont malheureux parce qu'ils ont fait un beau projet d'enfer. Hein. Michel en a parlé un petit peu du projet, et puis on n'atteint pas les objectifs. Moi, je suis content qu'on n'atteint pas les objectifs. C'est vrai qu'il y a eu de la vie, ça veut dire qu'on a été projeté ailleurs, etc. Bon, mais non, mais il fallait tenir les objectifs. Quoi. Euh, je regrette d'ailleurs qu'on ait à ce point euh, détourné le sens de ce terme, qui est un terme fondamental, en tout cas dans les fonctions éducatives, ce terme de projet. Quoi. Vraiment. Euh, J'ai vu dans un EHPAD où je vais de temps en temps un vieux papy, et il y a une bonne femme qui a 92 ans, je crois, un truc comme ça, qui est venue lui demander quel était son projet de vie. Quoi. Le mec, il a dit crever. Bon. Non, mais il faut pas se foutre de la gueule du monde quand même. C'est quand même terrible, quoi. Bon. Alors, ça ne veut pas dire que le mot projet, il faut le mettre à la poubelle, mais il exige, il y a une certaine logique à laquelle il faut essayer d'obéir. C'est un mot, je ne sais pas si vous le savez, euh, qui n'existe pas, enfin sous cette forme-là, avant la Renaissance. Parce que les mots, ils apparaissent à un moment dans l'histoire. Hein. Les Grecs, les Latins ne font pas de projet. Et jusque dans le Moyen Âge, on ne fait pas de projet parce que on ne projette pas dans le temps quelque chose de l'incertitude, etc. On a une représentation d'un temps cyclique. Donc, on fait attention aux saisons, on fait les fêtes des saisons, Noël, Pâques, tout ce que vous voulez, pour entretenir la roue du temps. Vous trouvez ça dans certaines cathédrales, la roue du temps. Et quant à la Terre, la représentation qu'on en a à l'époque, c'est plat comme une assiette. Et si vous allez au bout de l'assiette, vous tombez dans le vide. Quoi. Voilà, bon, en gros, c'est ça. Et puis, il y a un type qui s'appelle Christophe Colomb, un Génois, un marin génois, et il a un frangin qui est cartographe, et qui a recueilli, lui, des cartes qui viennent des anciens Grecs qui ont transité par les Arabes et où on a des représentations de la Terre ronde. Et donc il fait l'hypothèse que si on part vers l'ouest, on devrait arriver à trouver le chemin des Indes occidentales. Vous voyez le projet? Objectif, les Indes occidentales. Bon, il met 10 ans à peu près à trouver des sponsors parce que personne ne veut se lancer là-dedans. C'est la reine Isabelle la catholique qui, comme tout bon capitaliste, se dit bon, on va miser dans l'affaire. Si jamais ça marche, on sera les premiers à avoir la route des Indes et puis bon, on gagnera du pognon. Hein, c'est pas désintéressé quoi. Et puis voilà, il part avec les trois galères. Là. Moi, j'ai lu le journal de bord de Christophe Colomb. C'est passionnant. Hein. Passionnant parce que, je veux dire, assez rapidement,
les marins qu'il a embarqués désespèrent. Ils se disent, mais ils nous ont embarqués dans un truc de fou. Et puis, son histoire de terre ronde, c'est pas vrai. Parce que quand on regarde, c'est tout plat. Bon. Il nous raconte des conneries, quoi. Et puis, il y a presque plus à bouffer. Puisqu'à l'époque, on emmène à manger des agneaux, des veaux, des vaches. Enfin, voilà, on amène des animaux sur pied. Et puis quand il n'y a plus à bouffer, vous connaissez la chanson? On tire à la courte paille pour savoir qui sera mangé. Ça se chante plus, ça? Il était un petit navire. Voilà, ça raconte ça. Ça raconte qu'on va bouffer le mousse, en gros. Hein. Et puis dans le journal de bord, là, il raconte il raconte des cracks par moment. Un matin, il dit, je me suis levé de bonne heure et j'ai vu des oiseaux. S'il y a des oiseaux, la terre est pas loin. Vous lisez le texte, je pense qu'il a rien vu du tout. Mais pour maintenir le désir vivant, des fois, il faut raconter des salades. Hein. Sinon, tout s'arrête. Quoi. Bon, alors, 1492, il arrive du côté de la Martinique, un truc comme ça. Il dit, ça y est, on a trouvé, on a atteint l'objectif. C'est ça la logique du projet. Or, il mourra un an plus tard sans savoir que ce qu'il a découvert, c'est un nouveau monde, pas pour le plus grand bonheur de ce qu'habitait là, évidemment, et qu'on appellera du nom d'un autre grand marin, Amerigo Vespucci, et on l'appellera Amérique. Quoi. Ben pour moi, c'est l'essence même du projet. C'est parce que Colomb s'est mis en projet qu'il a découvert quelque chose qui n'était pas l'objectif. Ben, je raconte souvent ça aux éducateurs. Accepter que la vie nous déplace, et c'est même la preuve qu'il y a eu de la vie. Alors évidemment, si vous faites des bagnoles ou des boîtes de petits pois, bon, vaut mieux être plus près de l'objectif, sinon ça fait des drôles de trucs. Quoi. Bon voilà, la question de la clinique, c'est donc la rencontre dans des espaces de médiation dans lesquels on fait des choses ensemble et qui vont être des véritables théâtres vivants. Ne demandez pas à un gamin qu'est-ce qui se passe pour toi, qu'est-ce qui va mal, et au niveau psychique, qu'est-ce qui se passe. Il ne pourra jamais vous répondre. Par contre, dans une activité, un truc qu'on partage, tout d'un coup, il vous montrera, hein, ou il vous fera entendre à demi-mot, etc. Quoi. Je pense à un gamin dans une institution qui sautait partout, qui emmerdait tout le monde, qui accrochait à personne. Enfin voilà, bon, ça tenait pas. Et puis bon, miracle de l'amour, parce que le transfert, c'est de l'amour. C'est pas. Freud disait, il n'y a pas du vrai amour dans notre boulot, et puis dans notre vie, dans notre boulot, ce sera du pipeau. Non, c'est les mêmes affects. C'est aussi fort. Et voilà, donc il accroche à un éducateur qui avait monté un atelier de poterie. Avant d'être éduc, enfin, il était en formation, c'était le dernier stage de dernière année, stage à responsabilité, qu'on me dit. Et il avait été potier, puis il avait du mal à gagner sa vie, mais il est venu dans le métier avec un savoir-faire et une passion. Il a gardé cette passion, et pour le stage qu'il avait fait, je crois que c'était dans un IME, eh bien, il avait proposé à des jeunes que ça intéresse de s'initier au travail de la poterie. Et alors ce jeune qui avait accroché à l'éducateur, pas à la poterie, eh bien, il le suivait partout, puis du coup, il s'inscrit à l'atelier de poterie. Et puis au début, il roulait des mécaniques, vous allez voir ce que vous allez voir, l'éducateur met à la bonne, bon, mais vous savez, un morceau de terre, vous pouvez rouler des mécaniques devant, il ne se passe pas grand-chose. Et donc, il a dû apprendre à se plier aux lois de la matière, ça s'apprend, respecter le matériel, respecter les collègues, respecter les horaires, vous voyez, toutes ces choses qu'il ne faisait pas. Il le fait, pourquoi? Parce qu'on est tous comme ça, par amour, bien sûr. Vous n'avez pas eu un prof, là, je sais pas, vous étiez nul en anglais, et puis tout d'un coup, il y a un type qui apparaît au collège, et puis voilà, vous prenez de passion pour lui, et pour la matière enseignée. Non, il n'y a qu'à moi que c'est arrivé, alors bon, je crois qu'on apprend comme ça, voilà. Donc, il accepte, finalement, quelque chose de l'éducation, parce que la relation est là. Et cet éducateur, lors d'un regroupement en formation, nous racontait que donc il terminait son stage et il a proposé aux jeunes qui avaient participé à l'atelier de faire une petite exposition, de montrer un peu ce qu'ils avaient fait. Et puis on a fait une soirée cacahuètes, Coca-Cola, je sais pas quoi. Enfin, bon, parce qu'il n'y a pas de pinard, vous avez vu tout à l'heure, hein, bois de la flotte. Hein, bon, c'est pas marrant. Hein. Et il raconte une scène, ils sont tous les deux devant
une poterie que, tant bien que mal, ce jeune a réussi à faire tenir. Hein. Et le jeune lui dit, tu sais, moi, ma vie, c'est comme ce pot. C'est de la terre, c'est du vide avec de la terre autour. Je ne sais pas si vous voyez le niveau de conceptualisation. Alors, le but de l'opération, c'était pas de faire un apprentissage de potier. C'est que tous les éléments qui étaient, je dirais, disparates et qui le faisaient souffrir, tout d'un coup, se mettent en place. Cette métaphore est extraordinaire, moi, je trouve. Alors, je vais dire à cet éducateur que ce qu'il ne savait pas, c'est que Martin Heidegger, en 1956, fait une conférence sur qu'est-ce qu'une chose, et il prend exactement l'exemple du potier. Il le dit de la même façon que ce jeune. C'est du vide avec de la terre autour. Et nos histoires humaines, c'est ça. Hein, on est fabriqué sur du vide. On essaye de nous remplir de tous les côtés avec ces machins de Séraphin et tout ce que vous voulez, mais c'est des conneries. Ça nous reviendra dans la gueule d'une façon ou d'une autre, à mon avis, de la façon la plus terrible. C'est entendable ce que je raconte. L'être humain, du fait d'être humain et d'être appareillé au langage, c'est un être qui est construit sur du manque, sur du vide. C'est même pour ça qu'on désire. C'est pour ça qu'on vient toute une journée, comme ça, dans un cinéma, raconter des histoires, écouter des histoires, etc. Hein. Donc on voit bien que la tentative capitaliste, c'est d'essayer de subvertir, c'est ce qui fait l'essence même de l'humanité. Que nous sommes des êtres manquants et c'est pour ça qu'on est désirants. C'est pour ça que la question du besoin, moi je crois qu'il faudrait faire très attention et mettre ce mot, le réserver peut-être aux animaux, pourquoi pas. Pourquoi pas. Ils ne sont pas emmerdés avec nos histoires. Hein. Bon. Je ne sais pas, j'ai encore un petit peu de temps où que je voulais vous raconter une histoire. Un petit peu. Je trouve que dans nos métiers, on est un petit peu, et c'est bien que les collègues aient fait une excursion du côté de l'histoire, parce que j'ai l'impression qu'on est parfois un peu sans histoire, qu'il faudrait tout redémarrer à zéro à chaque fois, etc. Alors je vais vous parler d'une histoire d'un éducateur remarquable qui s'appelait August Eichhorn et qui vivait à Vienne dans les années 1920. Il a laissé un ouvrage tout à fait étonnant qui est composé de 10 conférences. Donc, on lui a confié, la municipalité de Vienne, dans les années 1920, lui ont confié la direction de 2 établissements, dont un accueillait à peu près 1000 gamins. Je ne sais pas si vous voyez. On est après la guerre. Hein. Il y a beaucoup de pères qui sont morts, qui sont prisonniers encore, et des mères qui se débrouillent comme elles peuvent. Il y a des mômes en vadrouille un petit peu partout, et donc il faut s'en occuper. Quoi. Et il fait en 1925 une série de 10 conférences pour expliquer ce qu'il a fait avec le pognon. C'est un modèle d'évaluation. C'est-à-dire qu'il va raconter aux gens, voilà, mes hypothèses de travail, on a accueilli un gamin, un autre, etc. Voilà sur quoi on a travaillé. Peut-être pas par hasard d'ailleurs que c'était quelqu'un qui avait été analysé par un élève de Freud et donc qui s'appuyait sur la psychanalyse. Hein. Je vais vous donner un exemple qu'il raconte dans ses conférences. Il reçoit un jeune de 17-18 ans qui est présenté comme un voleur professionnel. C'est un métier, ça. C'est aussi une casquette. Hein. Quand vous êtes voleur professionnel, ben vous volez, c'est logique. Quoi, hein. Et il reçoit ce jeune et il trouve rien de mieux que de lui confier la caisse coopérative. Il y a une caisse où on met de l'argent pour que les plus âgés fument, les plus jeunes achètent des sucreries, je sais pas quoi, un truc oui, communautaire, la caisse collective. Évidemment, qu'est-ce qu'il fait puisque c'est un voleur? Ben, il vole une bonne partie de la caisse, il dépense une bonne partie de la caisse. Un peu plus tard, Eichhorn lui demande de lui donner un coup de main pour ranger la bibliothèque. Et donc, il y a des caisses avec des bouquins, etc. Et de but en blanc, comme ça, il lui dit t'as combien dans la caisse? L'autre est un petit peu emmerdé, quoi. Ça sera bien que je vérifie, dit Eichhorn. Et là, le gamin devient tout rouge, tout vert, tout bleu, tout ce que vous voulez, il ne sait plus où se mettre. Et puis il explose, il dit mais vous savez bien, je suis un voleur, vous pouvez confier cet argent. Ben moi je vole, je suis un voleur, voilà. Bon,
T'avais combien? Alors, je sais pas ce qu'il dit, 500 couronnes, 600 couronnes, un truc comme ça. Et à ce moment-là, Eschorn sort son porte-monnaie, lui tend les 600 couronnes, et lui dit, mais je te les donne pas. Tu me les dois maintenant. Je ne sais pas si vous voyez la subtilité de l'acte éducatif. C'est-à-dire que là où le sujet, pour reprendre un peu les termes lacaniens, là où le sujet était représenté par le signifiant voleur, je suis un voleur, il ne pouvait plus s'abriter là-dedans. Parce que ce que lui tend, ce que lui propose de faire avec Sean, c'est je suis maintenant débiteur. D'ailleurs, le type, il s'est foutu en quatre, il a fait des petits boulots à droite à gauche, et dans les 2 mois qui suivaient, il avait remboursé la caisse. Hein. Alors, je raconte des histoires comme ça parce que il me semble que sinon, ben, on perd de vue le fait que sous cette toile de fond un peu effrayante, là, que les collègues ont peint un grand trait ce matin, eh bien, ce sont des petits actes comme ça, des actes humains, de transmission humaine qui sont en jeu. On n'en a pas beaucoup parlé, quoi. Hein. Donc, il faut qu'on se raconte des histoires. Moi, je crois vraiment à cette dimension-là. Et seule chose intéressante, d'ailleurs, c'est de se raconter des histoires. Moi, mes patients, ils me racontent des histoires, dormir debout chaque fois, toute la journée. Voilà, bon. C'est pas autre chose, nos histoires. Parce que si on raconte pas des histoires, ça fait des histoires. Donc, vaut mieux se les raconter, quoi. Alors, comment allons-nous résister à cette machine de guerre? Il me semble que j'ai un collègue qui est psychanalyste à Paris qui s'appelle Pierre Bruno, et il dit le problème, c'est pas, enfin, c'est de lutter contre le capitalisme, mais il faut d'abord faire sortir le capitalisme hors de soi. C'est-à-dire que nous sommes tous complètement pris par cette dimension-là. C'est une véritable question. Hein. J'ai fait un petit dessin là, je ne sais pas si pour un peu pour résumer ce que j'ai voulu raconter. Épique. C'est une époque opaque, épique. Alors c'est un peu des cercles, un peu comme les poupées gigognes, vous voyez. E pour éthique, P pour politique, I pour institutionnel et C pour clinique. Mais on ne peut pas penser à la question clinique sans les englobants qui sont ailleurs. Je ne peux pas être dans mon petit atelier, je sais pas, avec des gamins, sans penser la question institutionnelle dans laquelle je m'inscris, c'est-à-dire que la question de la relation aux collègues, les différentes places que chacun occupe, les différents métiers. Je trouve intéressant qu'on ait présenté tout à l'heure des métiers. Hein, c'est un terme qui se perd un peu. Et puis au-dessus, bah, la question des politiques. Alors bon, les deux intervenants ce matin ont surtout tricoté et détricoté tout ce qui vient des choix politiques, etc. Et puis tout en haut, vous voyez, hors cadre, hors cercle, j'ai mis la question éthique. Parce que ça dépend, et c'est un véritable enjeu, je crois, dans nos sociétés aujourd'hui, ça dépend de la représentation que vous faites de l'être humain, la question éthique. On est un petit peu embêté sur cette question parce que on a quiché, ça se dit dans le Gers, quiché, non? C'est peut-être pas d'ici, là. C'est quand on fait la vendange, vous savez, on tasse un petit peu dans la comporte et on dit quiché. Là, ça s'appelle une quiche. Bon, voilà, je laisse tomber. Alors, c'est pas d'ici. On a quiché 2 mots grecs en un seul. C'est pour ça qu'on ne sait plus ce que c'est que l'éthique. En grec, on a 2 mots qui se ressemblent étrangement, d'ailleurs. L'un qui s'appelle ethos et l'autre qui s'appelle ethos. Le premier s'écrit avec epsilon et le deuxième avec un eta. Et ces 2 mots, on les a écrasés en un seul. Le premier ethos, vous trouvez ça dans l'Éthique à Nicomaque, un grand texte d'Aristote. Aristote qui explique à son fils que vivre en société, ça consiste à obéir à des valeurs. Hein, et que celui qu'on désigne un peu comme un exemple, qu'on va appeler Aristos, c'est le vertueux. C'est pas celui qui a du pognon, c'est pas Elon Musk. C'est le vertueux, celui qui obéit aux lois de la cité. Hein. L'aristocratie, qui tire son nom de ce terme-là, Aristos, c'est d'abord la direction gouvernement des vertueux. Pourquoi? Parce que plus on est nombreux
à être dans ce mouvement vertueux, plus on peut s'acheminer vers, alors on trouve ça chez Platon, vers le monde des idées. Vous savez, l'idée de Platon dans la caverne, hein, on est pris par des fantasmagories, comme ça, des illusions, et il faut apprendre à sortir de la caverne pour contempler le monde des idées. Contempler se dit en grec théorein. La théorie, c'est la contemplation du monde des idées. Voilà. Je ne sais pas si ça vous inspire, mais enfin bon, pour moi je trouve ça intéressant de prendre par ce bout-là. Donc cette première éthique, c'est une éthique collective. En tant que citoyen, je peux me référer aux lois, au droit qui est celui de ma société, etc. Je peux me référer au collectif professionnel auquel j'appartiens. Hein. On utilise le terme des fois d'éthique professionnelle. Je pense que c'est pas très juste, puisque les Grecs avaient un autre mot, déontologia. C'est le savoir de ce qu'il faut faire. Déonton, c'est ce qu'il faut faire. Ça vous dit aussi ce qu'il ne faut pas faire. Un code de déontologie, vous en avez chez les psychologues, les assistantes sociales, 1949, les avocats, les médecins, etc. Voilà. Hein, on n'a pas été très bon dans le secteur social. Moi, j'avais travaillé avec Rosenweg sur ces questions-là, hein, avec l'idée qu'on ait quand même quelque chose qui ressemble à un code de déontologie. Je crois qu'on a fait un grand catalogue de bonnes intentions, mais ça ne fait pas un code de déontologie. Et pourquoi? Parce qu'un code de déontologie doit s'accompagner d'un certain nombre de sanctions. Regardez chez les médecins, lorsque quelqu'un dépasse les bornes, eh ben, on le rappelle à l'ordre. Hein, c'est le cas de le dire. Hein. Voilà, donc, cette première éthique, c'est une éthique collective. On y est assujetti. Et puis, quelle est cette deuxième éthique qu'on a oubliée? Eh bien, elle n'est pas du côté collectif, elle est du côté subjectif. Le terme, on le trouve, enfin, j'ai fait des petites recherches, je l'ai trouvé chez Homère, dans le sens d'intériorité, de demeure intérieure. C'est à voir avec une habitation intérieure, vous voyez. Je sais pas, on dirait subjectivité, peut-être avec du langage moderne, quoi. La demeure intérieure. Héraclite, dans un fragment, je ne sais pas si vous lisez Héraclite? C'est bien, hein, 200-300 sentences d'Héraclite tous les soirs, ça fait du bien quand même. Hein. Tu lis Héraclite, toi? Un peu, ça fait du bien. Eton anthropoi daimon, voilà ce qu'il dit dans un des fragments. Je le traduis assez rapidement. Dans la demeure intérieure de l'être humain, il y a un daimon. Alors si je traduis tout de suite, vous allez dire un démon. Non, non, non. Le terme de démon, c'est les pères de l'Église, 3 siècles après Jésus-Christ. Ils s'aperçoivent que le petit commerce religieux fout le camp et ils vont faire, ce que fait Macron et un certain nombre de politiciens, ils vont faire de l'idéologie sécuritaire. Si vous ne revenez pas dans nos églises, vous allez voir, les démons vont venir vous bouffer le nez et vous envoyer en enfer et vous faire cramer, je ne sais pas quoi. Ils vont utiliser un vieux mot de la langue grecque, daimon, qu'ils font jouer complètement à l'envers, puisque le daimon chez les Grecs, c'est un être intermédiaire entre les dieux et les hommes. C'est un ange. C'est intéressant de voir comment on tord les vocabulaires. Bon, Eton anthropoi daimon, le terme de daimon chez Héraclite a à voir avec cet être intermédiaire. Socrate vivait, je ne sais pas si vous le savez, Socrate vivait avec auprès de lui en permanence un daimon. Et de temps en temps, il était pris d'extase. Il fumait pas la moquette, hein. Je ne sais pas s'il buvait des coups, quoi. Enfin bon, il était pris d'extase, il restait sans bouger comme ça. Il était en lien avec son daimon. Donc, vous voyez, ça prend une drôle de perspective. C'est ce qu'il y a au fond de nous qui fait qu'on peut être en total désaccord avec des collègues, sa famille, je ne sais quoi, et on sait qu'on est droit dans nos bottes, comme disait un certain homme politique. Ça, c'est des questions compliquées à comprendre, qu'il faut arriver à trouver finalement le lien, mais on est toujours dans quelque chose d'un hiatus. Il y a forcément une friction entre le collectif et le subjectif. Je me suis intéressé à un moment à un type qui est un truand que je ne vais pas défendre, qui s'appelle Mesrine. Bon. Mais Mesrine, dans son livre
l'instinct de mort, montre comment, quand il va au braquage, par exemple, il ne fait pas n'importe quoi. Il prend un pistolet dans lequel il n'y a pas de balle, parce qu'il ne faut pas tuer les gens, voilà, etc., etc., voilà. Hein. Il a une lutte contre les QHS, etc. Enfin, voilà. Alors, je ne vais pas le défendre du côté de la morale sociale, du côté de l'éthique collective. C'est un truand. Par contre, on voit que, subjectivement, il y a quelque chose qui tient. Alors, je crois que c'est ça qu'il faut arriver un petit peu à comprendre comment, hein, comment entre en fiction, en friction, la question collective et la question subjective. Bon, il y aurait beaucoup de choses à dire sur la question de l'éthique, mais je trouve que c'est un peu perverti parce qu'on ne retient que la question des valeurs. Et puis je disais à Michel tout à l'heure, moi j'ai reçu de la banque il n'y a pas longtemps une proposition de placement éthique. Vous voyez, bon, le mot ne veut plus rien dire du tout. Quoi. Donc peut-être qu'il faut se mettre. C'est pour ça que j'ai démarré sur la question linguistique. Il faut se remettre au langage, réinjecter du sens dans les mots. De temps en temps, aller voir à l'origine de ces mots-là, voir qu'est-ce qu'ils nous racontent. Quoi. Et alors je descends d'un cran, les questions politiques, on a vu ce qu'il y a en jeu aujourd'hui. Hein. La question politique est minée par la question capitaliste. Enfin, surtout ça. La politique en tant que telle, c'est-à-dire ce qui intéresse chaque citoyen dans la cité, parce que ça veut dire ça, hein, le mot grec polis veut dire la cité. Ce qui se passe dans la cité, ça m'intéresse. Voilà la définition pour moi minimum de la politique. Ça m'intéresse. Je ne peux pas uniquement dégager sur le fait que j'ai des représentants, etc. Je suis toujours concerné. Quoi. Bon. Et puis on voit comment cette question, elle est complètement parasitée par ce qu'on voit aujourd'hui, c'est-à-dire le marché tous azimuts. Quoi. Je me rappelle que Jospin, qui est un type peut-être qui a eu tort de dire trop la vérité, lorsque les gens de Michelin sont venus le trouver en disant oui, bon, d'accord, si vous êtes élu, vous allez faire quoi et Jospin leur répond, mais vous savez, au niveau politique, on ne peut plus grand-chose, c'est l'économie qui prédomine. Alors bien sûr, il a perdu son tour, mais en même temps, il avait raison. Il ne faut pas le dire peut-être. J'en sais rien. Bon, mais c'est une vraie question. Ça. En tout cas, la question politique, Michel en a parlé un peu ce matin, c'est ne soyons pas naïfs, je veux dire, nos métiers de l'humain qui, pendant très longtemps, ont été à l'abri du marché quand même, sont aujourd'hui complètement infiltrés. Hein. Il citait le Social Impact Bond, c'est ça. Hein. Il y a des gens qui ont du pognon qui vont investir dans des placements, hein, et les projets éducatifs vont être financés par des placements privés. C'est en train de se faire. Quoi. Moi, j'habite à Montpellier. À côté de Montpellier, il y a une clinique psychiatrique Saint-Martin-de-Vignegoul, qui est je dirais, qui est d'une grande tradition de la psychothérapie institutionnelle. Enfin bon, des gens qui ont fait du boulot depuis des années. Et aujourd'hui, cette clinique a été rachetée par un consortium qui possède 14 cliniques. Qu'est-ce qu'ils en ont à foutre des malades mentaux, honnêtement? Et puis je vois les collègues qui y bossent, les uns après les autres, qui se retirent parce que l'espace de travail. Alors c'est pas tout d'un coup, hein. Ça vient tout doucement, et puis on peut plus travailler, quoi. Alors est-ce qu'on peut retrouver des espaces qui soient hors marché? C'est une véritable question. Hein. Trouver des moments de rencontre qui ne fonctionnent pas dans des réseaux financiers, etc. La question institutionnelle, elle décline de ça, et on voit bien comment on est un peu gêné aux entournures dans nos institutions. En tout cas, hein, comment la marge de manœuvre, elle se réduit de plus en plus. Alors, est-ce qu'il faut s'arrêter Je ne crois pas. On est obligé de continuer de bosser, et puis peut-être inventer des choses ou réinventer des choses qu'on a un peu perdues. Je pense à Pierre Bourdieu qui, dans les années, je crois que c'était en 81, avait écrit un grand article dans Le Monde en disant la machine capitaliste, c'est une machine à casser les collectifs. Quoi. Une des voies de salut qu'on peut avoir, c'est de retrouver des collectifs, de se mettre ensemble, réfléchir.
etc. Et ça fait contre-pouvoir. Hein. C'est vraiment la question des contre-pouvoirs qui est en jeu aujourd'hui. Je parlais tout à l'heure de la psychothérapie institutionnelle, je veux dire, il y a 80 ans derrière nous d'expérimentation de qu'est-ce que c'est qu'un collectif soignant. Bon, et puis c'est pas du dogme en tant que tel, c'est quelque chose de permanent qu'on n'arrête pas d'entretenir. Autrement dit, une institution, et Dostoïevski faisait la différence avec l'établissement. L'établissement, moi je pense toujours à l'établi du menuisier, vous voyez, c'est bon, faut une base sur laquelle va travailler le menuisier, où il met ses outils, etc. Hein, c'est ce qui est établi. C'est quoi? Ben, c'est dans notre secteur, c'est bien sûr, c'est des textes, c'est c'est des conventions, c'est de l'argent, etc. Bon, c'est le droit du travail, c'est tout ce qui permet. Mais une fois que vous avez posé ça, c'est des places institutionnelles, c'est un organigramme, etc. Mais une fois que vous avez posé ça, vous n'avez pas d'institution. Pour qu'il y ait une institution, il faut mettre les gens. Et on voit bien comment l'approche qu'on a vue là, ce matin, ce qui est choquant, c'est qu'il n'y a pas de gens. On a l'établissement qui tourne tout seul, qui tourne à vide, quoi. Hein. Moi, souvent, je vais dans des bars, je dis, où est-ce qu'on se parle chez vous? Alors, des fois, ça fait un moment d'effroi, parce que c'est ça la question institutionnelle. Où est-ce qu'on se parle? Hein. Et pas uniquement comme ça, de l'organisation, parce que de plus en plus, je sais pas, j'ai l'impression que chez vous, ça résiste un petit peu, mais de plus en plus dans les institutions, on voit, on parle organisation. Mais où est-ce qu'on se parle des gamins et de ce qu'on fait avec eux et de ce qu'on ressent, etc. Bon, il y avait je sais pas si ça existe encore, il y avait un dispositif lorsque j'étais éducateur qui s'appelait la synthèse. Aujourd'hui, je fais attention aux mots. Aujourd'hui, ça s'est déplacé dans plein de boîtes, ça s'appelle réunion de projet. C'est pas tout à fait la même chose quand même. Pourquoi la synthèse? C'est une petite émie en grec, ça veut dire poser ensemble. Alors, il y a l'instituteur, il y a le représentant des éducateurs, le médecin, chef de service, l'assistante sociale, etc. On fait venir les différents partenaires institutionnels et chacun donne son point de vue. Avec des points de vue qui peuvent être divergents, etc. Bien sûr, parce que les gamins ne sont pas d'une pièce comme ça. Hein. Donc on recueille comme ça ces éléments, ces données. C'est pas les datas informatiques, ça. Hein. Et puis à partir de là, on fait une hypothèse. Qu'est-ce qui lui arrive à ce gamin? Et pour faire des hypothèses, ben, il faut avoir un peu d'écrit de lecture. C'est-à-dire qu'il faut avoir des mots, des théories. Les théories, ça sert à ça. Hein. Je mets des lunettes et puis à travers ces lunettes, j'essaie de voir ce qui se passe. Si je mets les lunettes psychanalyse, ben, je vois un truc. Si je mets les lunettes sociologie, je vois autre chose. Il n'y a pas de contradiction. Hein. C'est qu'on n'a pas les mêmes points de vue. Ça me paraît important, ça. Qu'il y a des différences de points de vue. Et puis une fois qu'on a fait une hypothèse, qu'est-ce qu'on peut faire pour ce gamin au mieux? Et on redistribue les rôles. Vous voyez, on fait un... Mais le projet, dans la synthèse, comme je l'ai vécu, ne venait qu'à la fin de cette élaboration collective. Si vous court-circuitez ce temps, vous arrivez à des projets quand même complètement débiles. Ah non, mais je vous garantis, j'en ai vu quelques-uns. Alors pour les jeunes, il faut viser l'autonomie. Bon. Qu'est-ce que vous allez faire avec un truc pareil? Et puis les adultes handicapés, il faut conserver les acquis. Acquis, je ne sais pas acquis. Bon. Non, mais je dis ça parce qu'on arrive à... Et ça, c'est pourquoi? Parce que ce travail d'élaboration n'est pas fait. Hein. Pour arriver à des bêtises pareilles, je ne vois pas tellement l'importance, l'intérêt. Voilà. Donc la question institutionnelle, elle est fondamentale. Comment, avec des différences de place, il ne s'agit pas que tout le monde soit à la même place, comment on fait fonctionner un système démocratique? La question institutionnelle, c'est une question démocratique. Vous n'êtes pas d'accord? C'est les Grecs qui ont inventé ça. Ils en ont inventé un paquet, les Grecs. Hein. Les démos, c'est les quartiers. C'était les quartiers d'Athènes. Et quand on ne pouvait pas aller tous au Sénat en même temps, eh ben on envoyait un représentant. C'était le pouvoir du démos. C'est un peu ce qu'on a, sauf que nous, on n'y croit plus beaucoup, et peut-être pas sans raison d'ailleurs. Hein, on ne croit plus beaucoup au système de représentation parce que y a un hiatus entre ceux qui sont là-haut, comme on dit, et ceux qui sont au charbon en bas. Voilà. Et on voit ça malheureusement de plus en plus dans les institutions aussi, des directions un peu débranchées. Hein.
Et ça s'est débranché en pas très longtemps, une trentaine d'années à peu près. Quand j'étais à Saint-Simon, il y avait une équipe, et je veux dire, le directeur était chef d'équipe, un peu, on peut dire ça, quoi, les modèles qu'on avait. D'ailleurs, le vocabulaire était pas du tout le même qu'aujourd'hui. Aujourd'hui, il y a des cadres intermédiaires. On avait un éduc-chef. On sait ce que c'est, un éduc-chef. Chargé d'animer une équipe, les projets, etc. Quoi. Bon. Donc, je pense que c'est une question qui est à remettre sur le tapis en permanence. Comment préserver un espace démocratique dans les institutions. On a de plus en plus des modèles qui sont quand même assez animaux finalement, hein, avec un chef de horde, et puis voilà, bon. Alors ça marche peut-être pour les loups, mais pour nous, je crois que ça marche pas très bien, puis ça produit de la souffrance. On voit de plus en plus, et ça, moi, ça me rend malheureux, les équipes de base qui sont en conflit avec les directions, alors qu'on devrait, enfin, je veux dire, c'est jouer la division, ça. Alors, on devrait se serrer les coudes, non? Je sais pas, non, mais c'est une vraie question, je blague pas, hein. En plus, on a de plus en plus, je pense que vous le savez, des directeurs qui viennent pas du secteur, hein. J'ai vu un gars il a fait une partie de sa carrière dans la banque. Puis il a été se former, mais pas à l'école de Rennes, une école privée qui est à Montpellier. Je sais pas si tu la connais. C'est une école qui forme les directeurs du secteur social et médico-social. Mais c'est pas l'école de Rennes, c'est un truc privé, voilà. Alors il est sympa le gars, mais il comprend rien du tout. Il empêche les gens de travailler, quoi. Bon, et puis qu'est-ce qui se passe? C'est la guerre entre la direction et les équipes. On s'épuise pour des conneries, quoi. Et puis pour arriver à quoi? Au cœur de mon schéma, la question clinique, c'est-à-dire une clinique de la rencontre. euh, et là, je trouve que, je vais être un petit peu méchant quand même, je trouve que les travailleurs sociaux dont j'ai fait partie pendant très longtemps n'ont pas été très bons. C'est-à-dire qu'on n'a pas su faire connaître, on n'a pas su faire savoir la nature de ce qu'on faisait. Vraiment. Euh, c'est pour ça que je travaille beaucoup sur la question des écrits professionnels. Alors, il y a les écrits de type statutaire, lettre à un juge, rapport à l'inspecteur ASE, tout ce que vous voulez, mais il y a tout ce pan de l'écriture pour donner à sentir à un public élargi. Aller dans la rue, demander ce que fait une assistante sociale ou un éducateur. Moi, le premier boulot que je proposais aux étudiants quand j'étais à l'IRTS de Montpellier, je leur proposais de faire une enquête et je leur disais, demandez aux gens qu'est-ce que c'est que TS, IRTS. Il y en a qui disaient tentative de suicide, je ne sais pas quoi, de machin, mais personne ne savait ce que c'était le travail social. Et même quand ils avaient travail social, ils ne voyaient pas ce que c'était, quoi. Et ça, moi, je pense que c'est une responsabilité vraiment des professionnels de s'emparer. Alors, on a vu, par exemple, les films sur les métiers, ça c'est remarquable, hein. Alors, faut pas le garder entre soi, faut le passer un petit peu partout. Regardez, qu'est-ce que fait une assistante sociale? C'est pas n'importe quoi. Qu'est-ce que fait un éducateur, un psychologue, un chef de service, un directeur, voilà. Et je pense qu'on est un peu responsable de ça, de ne pas avoir osé, peut-être parce que des fois c'est difficile de dire ce qui se passe avec un gamin, les hypothèses, ça marche pas, on se trompe. Parce que, je terminerai là-dessus pour qu'on puisse discuter, euh, Freud, il a fait la préface les 10 conférences d'August Eichhorn ont été publiées en 1925 et Freud a fait une préface. Et c'est pas rien parce que c'est une préface qui met en parallèle le travail sur le versant psychique, le boulot des psys, et Dieu sait s'il est important, et le travail sur le plan social, les travailleurs sociaux au sens large. Il montre que ce sont deux voies différentes, mais qui convergent vers la même intention. Il n'a pas le terme d'abschiche. Si vous tirez à l'arc, par exemple, c'est la même cible. On a la même cible. On vise la même chose. Et dans ce texte,
c'est une citation qui est assez connue, mais souvent on ne connaît pas l'origine de cette citation. Il parle de 3 métiers impossibles. Diriger, donc vous avez direction d'établissement, la politique, etc. Diriger, bien sûr, il en faut qui coltine ce boulot-là. Diriger, ensuite éduquer, enseigner et soigner. Alors, il écrit ça en 1925, brut de décoffrage, il n'en dit pas plus, c'est assez énigmatique. Une beugliche, le terme qu'il utilise, c'est une beugliche. C'est impossible. Et puis en 1937, dans un autre texte, Analyse finie, analyse infinie, il reprend l'expression, il va en dire un petit peu plus. Il dit pourquoi c'est impossible, pourquoi il y a de l'impossible dans ces métiers. Parce que, dit-il, on peut être sûr d'un résultat insuffisant. Ça devrait sérieusement nous calmer quand même. Cette prétention à tout mettre au carré, etc., à tout contrôler, etc. Mais plus on veut contrôler, plus ça échappe. On voit bien quand même. Hein. Donc faire avec l'impossible, le fait que l'être humain, c'est pas de l'ordre de la perfection. J'ai l'impression que ça nous rend fous, ces histoires de perfection. Regardez un peu les discours qu'on tient aux parents quand même. Bon, un jour, la princesse Bonaparte, qui était très proche de la famille Freud, elle a sauvé la vie de Freud, elle a acheté la vie de Freud aux Allemands, elle avait du pognon, hein, elle était princesse de Grèce. Mais un jour, elle va avoir Freud et puis lui dit qu'est-ce que je pourrais faire pour être une bonne mère, pour bien m'occuper de mes enfants. Freud lui dit écoutez, faites ce que vous voulez, mais ça sera jamais bien, quoi. Donc on devrait se raconter ça dans nos boulots. On fait ce qu'on peut, on fait le maximum, etc. Mais c'est de l'ordre de l'imperfection, c'est de l'ordre de l'impossible. Or c'est ça, cette dimension essentiellement humaine, que le capitalisme veut faire sauter. Laisser croire que tout est possible. Peut-être que les gamins qui sont dans l'institution aujourd'hui sont pris par cette folie. Tout est possible, il n'y a pas de limite. Bon, je vais m'arrêter là. Et on va vous applaudir.